Bonsoir. Bon, ça va être très, très simple, c'est ça. C'est l'idée d'un après-midi, converser avec des gens qu'on aime, est une idée toute naturelle qui remonte à l'enfance, à mon enfance, où j'ai toujours vu ma grand-mère faire cela, assise sur la galerie et qui, voyant passer les gens, leur offrait du café. Et le café délie les langues et les esprits. Et après avoir bu son café, généralement, l'homme qui a reçu la tasse soulève son chapeau pour saluer la qualité du café, d'abord. Et ainsi, on prend de ses nouvelles. Comment va l'épouse, comment vont les enfants. Et puis, on donne de ses nouvelles aussi. Et c'est une des choses les plus... Enfin, un des derniers luxes qui nous reste, la conversation gratuite. Et donc, je suis ici avec mon ami Rodney Saint-Éloi, avec qui j'ai un lien très puissant, et qui était avec moi d'abord durant le séisme à Port-au-Prince. On était assis en train de... Je ne vais pas dire que je lui ai sauvé la vie, mais je sais quand j'arrivais à l'hôtel, j'arrivais d'une interview, et il arrivait de Montréal, et il traînait sa valise... Et je lui ai dit de venir avec moi manger au restaurant. Il ne voulait pas, il était trop épuisé. Il voulait aller se reposer. Et je l'ai convaincu. Je suis monté avec lui pour qu'il ne s'endorme pas. Et il a déposé sa valise dans la chambre d'hôtel. Et puis, on est descendu au restaurant. Et puis, on a commandé. Et lui, un poisson gossel, moi, un demi-homard. Mais c'est faux. Et c'est ça que la carte dit. En réalité, c'est une langouste. Il n'y a pas de homard dans les mers chaudes. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il dit ça, parce que moi, je préfère la langouste. Enfin, et on a commandé cela, et finalement, le pain est arrivé. On a commencé à manger un petit peu le pain, et puis on a entendu un bruit de train sous nos pieds. Et je n'ai pas compris. Je pensais que c'était un coup d'État un peu plus rude que les autres, qu'il y avait des tanks dans le coin. Et j'ai vu passer le cuisinier en toute vitesse, suivi de 2 ou 3 Z. Alors je me suis dit, bon, ça doit être une chaudière qui a explosé dans la cuisine. Mais en Haïti, il faut courir quand on voit les gens courir. Alors je me suis levé quand même, j'ai arrêté de faire des analyses et j'ai suivi les gens qui couraient. Et puis là, j'ai senti que la terre était en train de bouger et sous nos pas. Alors tout ça, ce n'est pas pour revenir à cela, on va en parler rapidement aussi, c'est pour présenter celui qui était avec moi tout à côté, avec qui j'ai vécu ces événements-là. Et je crois qu'on est plusieurs fois dans la vie, et je crois aussi qu'on vient du pays où l'on est né, et l'on vient aussi du pays où l'on meurt. Et donc ces deux événements, ces deux moments marquants dans la vie définissent notre identité d'une certaine manière. Et aussi, on est en fraternité avec celui avec qui on peut mourir. Et c'est ainsi que chaque fois que je prends l'avion, je salue toujours les gens à côté de moi en leur disant... Des fois, les gens ils me regardent comme si, mais pourquoi? Il me dit bonjour, il veut me serrer la main. Je leur dis, vous savez, quoi que vous en pensez, nous pouvons mourir ensemble. Et moi, je ne tiens pas à mourir avec un étranger à côté de moi. Je ne vais pas vous demander votre nom au moment de mourir. De toute façon. Alors, voilà. C'est Rodney Saint-Éloi, éditeur de Mémoires d'Encrier, qui a fait des choses extraordinaires, moins de 10 ans, qui est dans le quartier, et qui a fait en moins de 10 ans une maison d'édition exceptionnelle, et qui a développé des lignes éditoriales assez fortes, dont par exemple la plupart des écrivains amérindiens qui comptent en ce moment, dont la jeune Naomi Fontaine, qui a 23 ans, qui vient de publier un livre magnifique, et dont le titre c'est Kwesipan, que je vous conseille, qui est extraordinaire. D'ailleurs, je l'ai mis sur le coup de cœur de Renaud Bré avant-hier, et qui aussi publie dans toutes les directions des écrivains qui viennent du Sénégal, et des écrivains qui viennent de la Gaspésie, des écrivains qui viennent d'Haïti et de France, et ce qui donne un vent nouveau à l'édition québécoise en faisant apparaître des noms nouveaux. Voilà, Rodney Saint-Éloi. Merci. Merci pour cette grande déclaration d'amitié, j'allais dire d'amour.
Je pense que s'il n'y a pas d'amitié dans l'amour, c'est difficile à vivre. Donc merci Dany. Et je pense que ça nous aide à écrire. Je suis auteur et éditeur. Et pour ma part, le livre, c'est le lien entre les humains. C'est le livre qui nous met ensemble. C'est le livre c'est le livre qui nous permet cette conversation gratuite et si généreuse, si chaleureuse. Et c'est le livre qui nous fait même réapprendre notre corps, comme c'est le livre qui nous apprend le mot vertu. Il y a des mots qui disparaissent complètement. Et quand les mots existent, les choses peuvent exister aussi. Quand vous lisez l'amour dans un livre, vous dites « Oh, ça peut exister ». Parce qu'on oublie vite que les choses qu'on lit, ça existe dans la vie. Et merci bien Dany. Aujourd'hui, on va parler d'autres choses. On va faire en sorte qu'ils existent. Et on est en hiver, on va parler de chaleur, on va parler des tropiques, on va parler de peinture haïtienne, on va parler de féerie, on va parler de vie, on va parler de foule, on va parler de couleur. Donc, on va faire en sorte que ça existe ici aussi. De littérature et de peinture, tout d'abord pour vous dire un peu combien ça coûte pour moi cet ami. Et je l'ai mis dans mon livre, L'énigme du retour, et naturellement aussi, il est longuement cité dans Tout bouge autour de moi. Et je crois que c'est très important de rendre vivants les livres. Et l'une des façons, c'est de ne pas uniquement citer les morts. Un livre n'est pas un cimetière, quoi qu'on dise. Ou si c'est un cimetière où les morts pensent. Et c'est vrai, mais d'ailleurs, on peut leur parler. C'est ce que nous faisons en ouvrant un livre. Nous leur parlons. Et nous les écoutons aussi, et puisque nous parlons directement au cœur. Alors j'ai voulu mettre des gens qu'on peut voir dans un livre, et voilà comment j'ai décrit Rodney Saint-Éloi et sa maison d'édition à l'époque qu'il venait d'ouvrir cette maison. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai eu envie de voir ce matin mon ami Rodney Saint-Éloi au 554 rue Bourgeois. Apprécier l'ironie de ce nom de rue pour une modeste maison d'édition de gauche dans ce quartier ouvrier de Pointe-Saint-Charles. M'attendait en haut de cet escalier raide le large sourire de Saint-Éloi et un saumon cuisant à feu doux sur un tapis de fines rondelles d'oignons, de tomates, de citrons et de poivrons rouges. Affichés sur le mur, les poèmes lumineux de Jacques Roumain, ce jeune homme qui chanta si tristement Madrid sous la mitraille avec cette élégance féminine qui nous rappelle Lorca. Nous voilà assis, Saint-Éloi et moi, l'un en face de l'autre, tous deux venus d'Haïti. Lui, il y a à peine 5 ans, moi, il y a près de 35 ans. Entre nous, 30 interminables hivers. C'est le chemin difficile qu'il devra prendre. Il arrive au moment où je pars, il commence quand je termine, déjà à la relève de la garde, comme le temps a filé. Un jour, il aura devant lui un autre, qui lui ressemblera comme un jeune frère, et il se sentira comme je me sens aujourd'hui. Le divan rouge où dort si profondément cette langue brune, la nuit fut mouvementée, quelques bouteilles de vin vide, une boîte de maquillage, un soutien-gorge jaune et noir, des restes de repas traînant encore sur la table, les épices dans de minuscules bouteilles, des serviettes par terre dans la salle de bain, les assiettes sales encombrant l'évier. Je sors sur le petit balcon qui donne sur une cour sans jardin, la vie d'intellectuel dans une banlieue ouvrière. Des tableaux de Tiga sur les murs, je pense qu'il y en a même ici. Des tableaux de Tiga sur les murs, une photo du poète d'Avertige. Voilà. Une photo du poète d'Avertige, costume clair, melon noir et large sourire à l'entrée. Ce sourire sous la douleur d'un dandy au repos qui me rappelle mon père. Les derniers livres publiés par les éditions Mémoire d'Encrier un peu partout, entre les draps, sous le lit, sur le réfrigérateur, dans la salle de bain, jusque sous le four allumé où mijote un poulet à la créole. L'exil, combiné au froid et à la solitude, l'année, dans ce cas, compte double. Mes os sont devenus secs. Mes yeux épuisés de voir le même décor, nos oreilles lasses d'entendre la même musique, nous sommes déçus d'être devenus ce que nous sommes devenus. Et nous ne comprenons rien à cette étrange transformation qui s'est faite à notre insu. Et l'exil du temps est plus impitoyable que celui de l'espace. Mon enfance me manque plus cruellement que mon pays. Je suis entouré de livres, je tombe de sommeil.
Je vois dans mon rêve la valise de mon père tourbillonner dans l'espace et son regard sévère qui se tourne lentement vers moi. Un dernier coup d'œil par le hublot de l'avion, cette ville blanche et froide où j'ai connu mes plus fortes passions. Aujourd'hui, la glace m'habite presque autant que le feu. Donc, d'Avertige, en fait, ce qui est important aussi, c'est que la littérature, c'est quelque chose de vivant, effectivement vivant. Et je me rappelle, d'Avertige était profondément malade et avant sa mort, il était venu manger à la maison au 554 rue Bourgeois. Et maintenant, on n'est plus au 554, on est sur le bureau est à la rue Bélanger maintenant, mais avant, c'était à la rue Bourgeois, dans un quartier très, très pauvre qui s'appelait rue Bourgeois. Donc, on est en pleine contradiction, en pleine mégalomanie. Et puis, d'Avertige, que je considère comme l'un des plus grands poètes contemporains, était chez moi. Il souffrait d'un cancer. Il allait mourir 2-3 mois après. Et le soir, on lui a donné une permission spéciale de l'hôpital pour venir manger avec nous. Et il était venu chez nous manger. Et puis, il allait prendre le dessert chez Maggie. Et c'était une soirée extraordinaire. Je vous lis un poème d'Avertige, Oma Barigor, la ville que j'ai créée pour toi, en prenant la mer dans mes bras et les paysages autour de ma tête. Toutes les plantes sont ivres et portent leur printemps sur leurs tiges que les vents bâillonnent. Au milieu des forêts qui résonnent de nos sens, des arbres sont debout qui connaissent nos secrets. Toutes les portes s'ouvrent par la puissance de tes rêves. Chaque musicien a tes sens comme instrument. Et la nuit, en collier autour de la danse, car nous amarrons les orages au bras des ordures de cuisine. La douleur tombe comme les murs de Jéricho. Les portes s'ouvrent par ta seule puissance d'amour, ô ma Barigor, où sonnent toutes les cloches de l'amour et de la vie. La carte s'éclaire comme ce visage que j'aime, deux miroirs recueillant les larmes du passé et le peuple de l'aube assiégeant ton regard. D'Avertige. Il s'appelle Villard-Denis, il a pris le pseudonyme d'Avertige, il est peintre. À l'époque, quand il a commencé ses poèmes, il avait 16 ou 17 ans. Il était à Port-au-Prince. Sa mère était lavandière. Il travaillait dans un quartier bourgeois, à Pétionville. Et pour des gens de bonne famille, il a publié ce recueil qui a été édité à compte d'auteur, naturellement, par l'imprimerie, et je crois, Serge Gaston. Ce revers est tombé brusquement un matin. En première page du journal Le Soir, Louis Aragon parle d'un Rimbaud sauvage. Et sa vie a changé, naturellement. Il est allé en France, il a vécu avec Marc Sen, et Aragon, et Léris, et d'autres. Il a écrit un seul recueil de poèmes, Idem, qui veut dire le même, et un autre, plus de 30 ans plus tard, Ibidem, qui veut dire toujours le même. Et c'est quelqu'un qui ne voulait jamais s'imposer. Il a vécu des années à Montréal sans que personne ne sache qu'il était là. Je me souviens, et quand Rodney a voulu rééditer son recueil, on a tout fait. Il est resté un homme secret, discret. Il me fait penser souvent à Pessoa et à Ducharme. Et quand Radio-Canada, j'ai fini par lui faire rencontrer quelqu'un de Radio-Canada, ils ont fait l'entrevue pour la radio et il est mort avant. Et cette journaliste, je me souviens, pleurait en présentant l'entrevue et me disait, vous savez, quand je suis arrivé chez lui, j'ai vu un homme en costume, cravate et chapeau, assis dans la pénombre, et il m'a dit, mais madame, ça fait 25 ans que je vous attends. Et cet homme parlait une langue d'un raffinement presque désuet, mais d'une qualité avec une spontanéité de cœur. On ne s'attendait pas qu'il y ait une telle spontanéité dans une langue aussi travaillée. Enfin, il était en présence de quelqu'un qui a fait de sa vie une œuvre d'art. Il était à l'hôpital d'ailleurs, Rodney a été le voir, et tous ceux qui l'ont été le voir à l'hôpital, il était à 1 semaine, 2 semaines de mourir. Il avait tous ses livres à côté de lui. Et il parlait que de poésie, que de littérature. Il est venu un mois avant, Rodney parlait chez moi,
Et j'ai ouvert la porte. Quand il a sonné, j'ai vu le masque de la mort. J'ai eu un choc. Mais 10 minutes plus tard, c'était le poète qui était devant moi. Alors ma femme, qui est infirmière, ne voulait pas qu'il boive trop. Finalement, on a dit non, ce soir on boit. On boit à mourir. Et puis on mange tout ce qu'on ne peut pas manger. Il était très content. Il a pris le verre et il a dit, un poète, ça doit boire. Hein. Et puis j'ai dit oui, un poète, ça doit boire. Et puis il dit, buvons. Et ouais, c'était la dernière fois que je l'ai vu. Et on a sauvé cette soirée. On a sauvé cette soirée. Il avait bu. Il a écrit un poème. Parce que j'ai parlé de lui le 22 décembre 2002. J'ai fait un texte dans cette anthologie secrète publiée par Mémoire d'Encrier de Davertige. L'auteur de ce poème est ce jeune homme de 22 ans qui prit tout le monde par surprise en publiant à Port-au-Prince il y a 40 ans un mince recueil de poèmes au titre énigmatique Idem, imprimé Théodore, 1962. Idem veut dire le même. Quelques années plus tard, il a ajouté une sorte de post-scriptum sur un titre presque pareil au précédent, Ibidem, toujours le même, et puis plus rien. Ce qui se passe, c'est que ces poèmes se sont mis à croître comme une plante grimpante autour de mon cœur, le serrant à l'étouffer. Il y a dans ce recueil un poème, Pétionville en noir et blanc, qui me semble être le plus lumineux des instantanés que j'ai lus depuis les poings serrés dans mes poches crevées de l'ami Rimbaud. Et cet homme vit depuis 25 ans à Montréal dans l'ignorance de tout le monde. La différence entre Davertige et Ducharme cache étrangement son corps du public, tout en lui dévoilant sa part la plus secrète, son âme. On ne connaît de Davertige ni son corps, ni son âme. Un poète secret se promène librement dans Montréal. C'est quoi? Pétionville en noir et blanc. Alors, je vous ai dit, sa mère à Lavandière. Et puis, et comme ça, il raconte un peu cette enfance à sa manière. Sa vie, ce fut longtemps l'arbre de rêve bercé par la berceuse de l'enfance, par la fumée de fer à repasser qui tournait ses cheveux, et des chiens-dents rampaient autour de la maison, avec l'étoile aux yeux, avec la mare au cœur. La maison, cette remise où le jour nous logions, le charbon dans les fers brûlait, et l'enfance et l'histoire de famille. La maison emplissait de fumée toutes les têtes, l'odeur de lessive, d'amidon et de cendre gonflait par nos cheveux leurs bulles folles. Au chant des orages s'élevait l'herbe de la pluie. Je me souviens et me souviendrai. Pour le bateau noir de son cœur, l'indigo délayé tournait ses lacres et des ciels aux yeux d'ange pour ses pensées qui s'envolaient comme des oiseaux saouls du jour. Longtemps, bien longtemps, ce fut sa vie, blanchie par de blancs linges repassés, imbibée dans des baignoires de vieux fer blanc. Je me souviens, c'était la cendre à ses cheveux roux d'or, aux mémoires, aux cris cratères. Redites-moi sa vie parmi les fleurs blanchies, parmi les fers à repasser, le vieux moulin à café, parmi ces tables de lessiveuses et les cuvettes de linge frais. Mais voici qu'il y a 15 ans de cendres, de pluie et d'orage, les gens d'alors, quelques-uns ne sont plus, et me voici encore seul et sans affection sur la croix d'ombre de mon cœur, les yeux cloués au plafond de fumée, à côté de ce fer à repasser qui fume. Aux mémoires remplies de cendres et de charbon ardemment, la table de linge lavé de pleurs et de sueur, comme le ciel s'égoutte moins à l'horizon. Sa vie, cette tisane de chien-dent dans la cruche mouillée. Sa vie, plus fragile qu'un petit bateau dans l'eau sale. Ah, de beaux enfants jouaient sur la place broyée, et sa vie tournait dans la chambre sur des jouets peints en bleu. Son ombre blanchie renversée comme une lampe de larmes avides. Enfance, enfance, tes 4 bras se courbent avec une croix pâle. Je te revois en plein soleil, souvent avec des bulles de savon qui s'échappaient d'entre tes lèvres. Je m'en souviens, la barque dans l'eau tourne, avec elle, levier. Je tourne au grand soleil levant, et mes cheveux sont devenus bien noirs. Une seule explication. Les cheveux bien noirs, c'est parce qu'il avait avant les cheveux roux
d'enfants qui souffrent de kwashiorkor. Donc, il a dû manger mieux, et d'où le vert et mes cheveux sont devenus bien noirs. Donc voilà pour Davertige. Je vais rapidement, à grands traits, présenter ce qu'est la littérature haïtienne, comment elle s'est faite, et sans pontifier. C'est une littérature d'abord qui s'est faite beaucoup avec ce qu'on appelait les créoles. Un créole, c'est un blanc qui vivait dans la colonie. D'ailleurs, le premier poème créole a été fait par un blanc et qui pleurait, un Français, qui pleurait sa jeune fiancée noire qu'il avait quittée, ou qui avait tout simplement quitté la plaine pour aller à Port-au-Prince. Alors le poème, naturellement, c'est toujours comme ça, déchirant, Lisette quittait la plaine. C'était un vieux blanc de 70 ans, quand il y a une toute jeune fille de 25 ans, un jour elle va en ville. Enfin, ce qu'on retient, ce n'est pas elle, c'est ce cri d'amour de ce poète. D'ailleurs, ce poème a été mis en musique par Jean-Jacques Rousseau, et qui en a fait une musique de ce poème déchirant, parce qu'on a le droit à tout âge d'aimer, et aussi on a le droit à tout âge de partir. On n'y peut rien. Alors la poésie haïtienne, d'abord, avant le roman, s'est faite dans la fournaise de Saint-Domingue. Vous savez, l'île était une colonie, et l'esclavage était au cœur de cette colonie, et qui rapportait un peu l'argent qu'avaient besoin les pays d'Europe pour faire la guerre entre eux. Vous savez, l'argent est le nerf de la guerre. Alors l'Espagne, et la France ensuite, l'Angleterre, la Hollande. Enfin, ils étaient tous là à Saint-Domingue, sur ce minuscule territoire, et si minuscule qu'on n'a pas idée de pourquoi et toutes ces puissances se retrouvaient là. Bon, il y avait beaucoup de richesses minières et richesses naturelles. Et ensuite, la guerre d'indépendance, et cette guerre, naturellement, et l'un des feux de cette guerre, c'était la poésie, et des poètes se sont mis à exalter les gens qui se révoltaient contre la situation esclavagiste, la situation coloniale, qui voulait être indépendant. Et dès l'après-indépendance, on a eu des poètes comme Antoine Dupré, enfin des poètes qui, dans tous les pays du monde, toujours parlaient de la défense du territoire. Et on connaît bien ça ici au Québec, même si le territoire n'était pas occupé, mais disons qui voulaient forger l'identité nouvelle et donner un peu, beaucoup, surtout de dignité à ces gens qui venaient de gagner cette guerre coloniale contre l'armée la plus puissante de l'époque, celle de Napoléon Bonaparte. Ce n'était pas une petite armée, ni enfin une tournée de soldats. Il y avait là 86 bateaux sont venus pour rétablir l'esclavage, et 22 000 hommes. Et ces gens-là étaient dirigés par Villaret-Joyeuse, Leclerc, qui était le beau-frère de Bonaparte lui-même, et les généraux vainqueurs de la guerre d'Espagne et d'Italie, François Donatien, Rochambeau, Humbert Debelle. Donc c'est la fine fleur de l'Europe et qui était sur ce petit territoire qu'on appelait à l'époque Saint-Domingue ou bien Hispaniola. Mais c'est dimanche prochain, je vous donne un avant-goût puisque vous n'y serez pas, paraît-il, qu'on parlera de l'histoire haïtienne. Tout ça pour vous dire que ça a donné lieu à une littérature. Et je pense que tu peux intervenir à tout moment aussi dans mon discours, puisque je ne suis pas spécialiste, c'est des choses que j'ai appris à l'école, que je vous raconte là, et tout simplement. Une littérature liée beaucoup à la politique, puisque c'est un pays nouveau, c'est un pays qui était instable. On ne savait pas quand les colonisateurs allaient revenir rétablir l'esclavage. Haïti a été indépendant en 1804, donc ça veut dire que les autres pays vont l'être près de... je ne sais pas moi, 50 ans, 60 ans plus tard, et même un siècle et demi plus tard pour certains. Et donc, c'était la première fois que ça s'est passé dans l'histoire humaine. Et selon le dictionnaire, on dit que c'est la première et peut-être la seule vraie révolution du monde, c'est-à-dire pour la première fois dans l'histoire humaine, celui qui était considéré comme esclave, c'est-à-dire, selon le code noir, un bien meuble, non seulement s'est révolté pour devenir libre, mais a mieux fait, a fait un pays. Et je sais que c'est quelque chose qui résonne fort ici au Québec, le mot pays, a fait un pays et des citoyens d'eux-mêmes, des esclaves. Donc ça veut dire que la littérature va refléter cela.
toute la poésie de cette époque sera une poésie patriotique, comme un peu partout. Et ensuite, un roman aussi, et qui va être axé sur 3 grands axes, si l'on peut dire. Et la langue créole cheminée avec la langue française qui est restée comme butin de guerre, comme ils ont dit, nous on garde le français, c'est notre butin de guerre. Puisque pour faire l'indépendance, il a fallu presque brûler la terre de Saint-Domingue. Selon une sorte d'analyse assez extrême, et qui disait, comme les esclaves étaient moins armés, qu'on appelle les va-nu-pieds, moins armés, plus nombreux, mais moins armés, et ils ont trouvé, Dessalines a trouvé le seul argument qui comptait pour savoir. Il dit, on va tout brûler, toutes les richesses, et puis on verra qui va rester, quand il n'y aura plus rien. Donc, c'était le seul argument qu'ils avaient. Donc, voilà un pays qui se retrouve tout nu et sans rien du tout. Et c'est une des raisons qui peut expliquer cette longue lignée de dictateurs qui a suivi. Naturellement, même quand la terre était tout nue, même quand il n'y avait rien, il y avait encore des gens qui disaient qu'ils étaient propriétaires légitimes de cette chose-là. Et ceux qui avaient fait la révolution ont dit qu'il n'y a qu'un seul propriétaire légitime, c'est l'État qui venait de faire cette révolution et qui venait de changer cette condition-là. Et que précisément la révolution a été faite pour qu'il n'y ait plus de hiérarchie entre les esclaves. Donc voilà. Oui, c'est une situation assez contradictoire, la situation haïtienne, et l'un des lieux de visibilité de ces contradictions, c'est la littérature qui exprime tout ça. D'abord, la situation coloniale, puisque le premier poème, en fait, fondateur de la littérature haïtienne, Lisette Quitté la Plaine, je pense, a été écrit en 1783, et c'est par un colon. Donc, on est directement dans la situation coloniale. Et la littérature haïtienne, en fait, en créole, a été fondée par un colon, en fait, par un blanc. Donc, ce qui aussi est tout aussi contradictoire. Mais en fait, le premier texte fondateur aussi, si on prend la littérature haïtienne après 1804, ou bien comme un peuple libre 1804 qui a une littérature, c'est un texte qui est d'une violence, d'une grande violence. Et ce texte, c'est le texte de la déclaration de Bois-Antonnerre qui disait pour faire l'indépendance, pour écrire l'acte de l'indépendance, il nous faut la peau d'un blanc comme parchemin, son sang pour encre et son crâne pour écritoire. Et une baïonnette pour plume. Une baïonnette pour plume. Donc vous voyez, mais en même temps, on est dans une espèce de, je dirais, de grande mégalomanie, de héroïcisation. C'est-à-dire, c'est le premier peuple nègre indépendant. Et ça va fasciner toute l'Afrique, puisque l'indépendance africaine va commencer peut-être près de 2 siècles plus tard, en 1950. Ce qu'on va appeler les indépendances africaines, ça va commencer dans les années 1950. Et Haïti, en 1804, Haïti va servir de modèle d'éclairage. Et ce n'est pas pour rien que quand vous lisez Aimé Césaire, le grand poète martiniquais, dans Cahiers d'un retour au pays natal, il va vous dire Haïti, là où la négritude se mit debout pour la première fois. On a fait ce livre-là, c'est Jean Presmars qui a écrit un livre qui s'appelle « Ainsi par la langue », suivi de... En fait, nous, on a fait le livre suivi de Révisiter l'oncle, mais le livre a paru dans les années 30, un livre qui s'appelle « Un essai ainsi par la langue ». Et cet essai, c'est l'un des essais ethnographiques les plus puissants sur la question nègre. Et vous allez entendre ce que Senghor va vous dire. Au bout de ma quête, je devais trouver Alain Locke et Jean Presmars, et je lus Ainsi par la langue d'un trait comme l'eau de la citerne. Au soir, après une longue étape dans le désert, j'étais comblé. Donc en fait, tout ce qui est négritude, tout ce qui est pensé sur la race, ça va être fait au départ en Haïti, avec un ténor Firmin qui va écrire, un jeune homme de 33 ans qui va écrire de l'égalité des races humaines, qui est une réponse flamboyante à un livre raciste qui s'appelle « De l'inégalité des races humaines ». Et il y a un livre haïtien qui est un livre phare qui s'appelle « De la réhabilitation de la race noire par les Haïtiens ».
Vous voyez, donc c'est un peuple, c'est complètement dans la mégalomanie, un petit peuple qui dit nous allons réhabiliter toute la race noire. Et en fait, Dany parlait du côté combatif, du côté revendicatif. Donc la littérature haïtienne s'est donnée d'abord pour mission, en fait, libérer d'abord l'haïtien du joug de l'esclavage, libérer l'haïtien de l'aliénation, ainsi par la langue, c'est justement aller vers la désaliénation, aller vers ce que Jean Presmas, comment Jean Presmas appelle ça? Il a une expression assez... en partant de Flaubert, il le bovarisme collectif. Ok, donc il allait, en fait, c'est contre le bovarisme collectif, c'est-à-dire c'est l'idée de réapproprier ses propres valeurs nègres, etc., ses propres valeurs, et connecter réellement avec l'Afrique. C'est la question d'identité. C'est une question qui est fondamentale dans le parcours de tout peuple. Il est impossible de se mettre debout si on n'est pas au courant de qui on est. Et parce que précisément, la guerre ne s'arrête jamais. Et quand elle se termine sur les champs de bataille, elle continue dans les cœurs, dans les esprits, et que vous acceptez que vous êtes inférieur. Et ça, ce n'est même pas une question de race. Ça ne peut pas se faire en des gens de même race, de même couleur, de même sexe, de même religion, et vivant sous le même toit. Dans les couples, on a vu cette guerre de tranchées. L'idée d'humilier l'autre est une vieille idée et ça a été suivi. Donc, il fallait, après avoir gagné cette guerre d'indépendance, faire en sorte et s'arranger pour mettre debout le nègre, comme dira plus tard Aimé Césaire. La négritude s'est mise debout pour la première fois en Haïti. Et tout concordait, puisque tout le système théorique, on n'a pas fait l'esclavage comme ça. On ne peut pas mettre les gens en esclavage comme ça, parce que tous les enfants de Dieu se valent. Et ça a été, la chrétienté n'est pas une plaisanterie. Et ça faisait presque 1800 ans. Donc on ne peut pas mettre les gens en esclavage sans expliquer au peuple qu'ils n'étaient pas tous des tueurs, des cannibales et des méchants. Il y a eu de grandes résistances en Europe contre cela. Donc il a fallu expliquer aux gens que ces gens-là ne sont pas comme nous. Quand on prend un intellectuel comme Montesquieu qui dit « Comment voulez-vous qu'il existe une âme blanche dans un corps si noir ?» C'est quand même l'auteur de l'esprit des lois. On ne peut pas aller plus loin comme réflexion intellectuelle que quelqu'un qui a analysé l'esprit des lois. L'esprit des lois. Et pourtant, il dit des choses comme ça. Quand on prend un intellectuel comme Voltaire, qui avait d'ailleurs des affaires à la Compagnie des Indes. Et la Compagnie des Indes, c'est un peu la grosse compagnie qui s'occupait de l'esclavage. Donc, il a fallu faire en sorte que des peuples qui s'étaient battus pour être libres et qui continuaient à se battre contre les puissants de ce monde, pour qu'ils acceptent que d'autres gens travaillent comme des animaux, il a fallu les convaincre et des fois même les frapper. Et parce que les gens ne sont pas tous comme ça, c'est des intérêts d'argent financier qui se disputaient là. Et ceux qui n'en avaient pas n'étaient pas d'accord. Donc voilà un peu. Donc il a fallu aussi faire reconstruire l'identité aussi de ces gens qui ont été mis en esclavage pendant si longtemps. On est écrasé quand même. Et pour accepter, pour courber la tête, il a fallu déplacer ces gens-là de l'autre bout du monde, de l'Afrique, pour les faire arriver ici, et en Amérique, et ensuite les faire accepter leurs conditions qu'ils n'ont jamais acceptées, parce que l'esclavage était pour le colonisateur un état naturel, et pour l'esclave, ce n'était qu'un mauvais quart d'heure à passer. Et ça, ils n'ont jamais compris cela. Ils l'ont compris uniquement quand ils sont devenus indépendants. Ils avaient pensé qu'après 3-4 siècles, les gens comprenaient bien qu'il y a des gens qui se ressemblent, qui sont tous dans cette situation-là. Donc, c'est quelque chose de génétique. Eh bien non, vous savez, les humains sont comme ça. Ils sont têtus. On peut leur faire croire des choses pendant des siècles et ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas. Et il y a un roman, après ce grand essai que Rodney a publié, vous a parlé, il y a un roman magnifique qui est paru en Haïti. Il s'appelle Gouverneur de la Rosée. Ça fait peut-être 25 ans que j'essaie de le signaler à la lecture au Québec, qui est une merveille. Et un roman d'amour, un roman de force, un roman qui raconte l'histoire d'un homme qui, on dirait le survenant,
C'est un homme qui vivait à Cuba et qui est rentré chez lui. Il était ouvrier. Il habitait, ses parents vivent dans un petit village à Font-Rouge. Et ce village vit dans une sécheresse totale. Alors il arrive, il trouve la famille, le village complètement divisé pour des questions de haine dont on ne sait même pas à quoi ça remonte. On dirait une affaire. Et il trouve ce village complètement divisé et il a l'impression que l'un des problèmes, c'était la division, beaucoup plus que l'absence de puits et d'eau. Il en a l'intuition. Et il cherche, naturellement, aux environs du village, et il finit par trouver une source. Alors c'est là qu'il comprend, cette source est aussi la solution et le problème. La source demande tellement d'énergie pour la drainer jusqu'au village et faire rafraîchir les terres et faire pousser le maïs, le petit mil, qu'il faut l'accord de tout le village. C'est d'une simplicité naïve, naturellement. D'ailleurs, il y en a un autre écrivain qui s'appelle Jacques-Stéphane Alexis. Il a dit « Tout le monde me dit que je suis devenu un grand écrivain, meilleur que Roumain, mais même si j'avais écrit un roman meilleur que Gouverneur de la Rosée, je continuerai à croire que Gouverneur de la Rosée est le plus beau roman haïtien. » Et ça, je le penserai aussi toute ma vie. Parce qu'il faut aimer ce qu'on a aimé. Je crois que c'est important. C'est important, quand le cœur s'ouvre pour la première fois, de ne jamais renier ce sentiment-là, et parce qu'il nous honore. Parce qu'il n'y a pas de hiérarchie. Et l'idée n'est pas de trouver quelque chose qui soit plus beau que ce qu'on a aimé. Le cœur est multiple. Il ouvre grand ses bras. Alors je vous conseille Gouverneur de la Rosée, si jamais vous le voyez. Il est publié au Québec par la maison d'édition Mémoire d'Encrier, mais Gouverneur de la Rosée, c'est de Jacques Romain. Et je vais vous lire le premier paragraphe. Nous mourons tous, et elle plonge sa main dans la poussière. La vieille délira délivrance dit, nous mourons tous. Les bêtes, les plantes, les chrétiens vivants. Ô Jésus, Marie, Sainte Vierge, et la poussière coule entre ses doigts. La même poussière que le vent rabat d'une haleine sèche sur le champ dévasté de petits milles, sur la haute barrière de cactus rongée de verre de gris, sur les arbres, ces baillarons rouillés. La poussière monte de la grande route et la vieille Délira est accroupie devant sa case. Elle ne lève pas les yeux, elle remue la tête doucement. Son madras a glissé de côté et on voit une mèche grise saupoudrée, dirait-on, de cette même poussière qui coule entre ses doigts comme un chapelet de misère. Alors elle répète « Nous mourrons tous » et elle appelle le bon Dieu. Mais c'est inutile parce qu'il y a si tellement beaucoup de pauvres créatures qui aiment le bon Dieu de tout leur courage que ça fait un grand bruit ennuyant et le bon Dieu l'entend et il crie. Qu'elle est foutre tout ce bruit, et il se bouche les oreilles. C'est la vérité, et l'homme est abandonné. Et voilà comment commence ce roman. On voit bien que c'est toujours cette même ambition qu'il y a dans tous les grands romans. Malraux, dont on parlera tout à l'heure, l'a dit, l'artiste n'est pas le contempteur de Dieu, il en est son rival. Donc c'est cela, voilà, déjà, le personnage de Roumain se dresse face à ce Dieu qui s'est bouché les oreilles. Et je crois que tous les grands romans, il y a, même quand ça ne parle pas de cela, il y a toujours cette ambition. Et parce que je crois que là est quelque chose que nous a enfoui dans le cœur, précisément pour nous permettre de nous mettre debout, pour nous permettre de regarder le ciel en égal. Et c'est ce que fait Jacques Roumain dans ce roman Gouverneur de la Rosée. Je vais vous parler d'un... Excusez-moi de regarder l'heure, ce n'est pas que... C'était tout simplement pour donner un équilibre à cela, parce qu'on parlera aussi de peinture. Et je m'excuse, vraiment, de donner une image un peu... presque noir, puisqu'on a lu cette entrée de Gouverneur de la Rosée, nous mourrons tous, ce qui tue un peu. Mais ne vous inquiétez pas, le roman est une grande source sur l'espérance de la source et de l'amour. Et finalement,
et aussi d'avoir lu ce poème un peu triste de Davertige, et qui tout à l'heure parlait de son enfance et de sa grand-mère, mais nous savons très bien que l'art est ainsi fait que même quand c'est triste, si c'est beau, ça chante. Je vais vous lire un autre poème très, très lourdement triste, mais que je trouve très fort. C'est un poète qui s'appelle Oussan Camille. Je l'ai ouvert à la page en plus. Oussan Camille est un élégant jeune homme, très doué, trop doué. Et il écrit des poèmes dont peut-être l'un des plus beaux de la littérature haïtienne, Nedjé, qui commençait ainsi: tu n'avais pas 16 ans, toi qui disais venir du Danakil, et que les blancs pervers qu'avaient d'anis et de whisky en se fumait d'Ancine de Casablanca. Et ça se poursuit, et c'est magnifique. Et il est le plus doué, il est beau, il est plus beau que moi. Le salaud. et ce Oussan Camille, et naturellement, va finir happé par la politique et par l'alcool, par les jeunes filles qui lui diront souvent qu'il est beau, et il finira. Il était si doué, il est allé à Cuba au début de la Révolution, il l'a montré dans un petit film, et Castro a été si impressionné qu'il lui a donné, et là c'est méchant à faire, il lui a donné une sorte de carte disant qu'il pouvait boire partout où il voulait. Signé Fidel Castro. Et n'a qu'à signer Fidel Castro. Et quand il y a une bagarre, s'il est pris dans n'importe quoi, il n'a qu'à montrer la carte. Il peut circuler librement sans se faire arrêter, sans qu'il y ait quoi que ce soit. Et donc voilà, c'est assez. Et tout cela parce qu'il est doué. Mais un jour, quand même, il a fait face à quelque chose de très fort. Il en a laissé un poème magnifique. Il a passé une nuit à l'hôpital. Il sentait venir la mort. Et tout change quand on voit la mort. Aux jungles, contenu rien que dans l'embrasure, ce sablier si fier aux heures de grand soleil n'est plus qu'une bête d'horreur dans la nuit et qui galope, se rue, galope encore, pour cependant ne point bouger de mon cauchemar. Notre-Dame des fièvres, grande dame des angoisses et pitié des pensées qui s'affolent dans la nuit. Et voici que tous les arbres dont la parure attendrit la lumière, dont la forme anoblit l'espace, voici que tous les arbres contenus dans l'embrasure sont des monstres grouillants contre les continents des nuages, en marche vers ma solitude. Notre-Dame des soucis, regardez ceux qui ne dorment pas. La chanson des enfants qui rêvent au carrefour proche, la mélodie de caresses de feuilles que la brise élargit et prolonge, ne sont point musique, mais déchirement des entrailles de la nuit. Notre-Dame des cœurs défaits, sentez-vous le dernier feu de mon combat. Sœur Alice, revenez avec la morphine et l'opium, avec votre front de compassion et vos mains de prière. Je verrai l'aurore monter de l'océan de vos yeux, où le Christ est aussi doux que de les songes bibliques, étant une main grave aux vagues des peines humaines. Notre-Dame des fièvres, grande dame des angoisses, et pitié des pensées qui s'affolent dans la nuit. Magnifique. Alors, cette littérature a commencé par, je vous avais parlé de la littérature patriotique où les gens devaient se fortifier l'esprit pour ne pas rester dans la situation de l'esclave. Et parce qu'on n'est pas esclave parce qu'on est indépendant. On n'est pas esclave parce qu'on sait libérer l'esprit aussi. C'est le plus difficile, c'est le plus long à libérer, c'est l'esprit. D'ailleurs, il est même arrivé dans l'histoire humaine un seul moment, je crois, où celui qui a dominé s'est fait avoir par l'esprit et n'a pas pu s'en défaire. Rome a dominé la Grèce et la Grèce l'a eu par l'esprit. Et l'esprit grec s'est imposé à l'esprit romain. Donc il y a toujours cette deuxième partie. Alors on a continué
En 1836, des jeunes gens qui habitaient dans le même quartier, les frères Lespinasse, Beauvais-Lespinasse et ses deux frères, les frères No, Ignace No, qui était Émile No, un historien aussi. Ignace No est une sorte de chef d'école, intellectuel, théoricien, et qui habitait presque en face des frères Ardouin. Il avait Coriolan Ardouin, poète romantique, c'est-à-dire un type qui avait la tuberculose et écrivait des vers. Ça. Et il y avait son frère, Bobon Ardouin, qui était un historien important et tout cela. Et l'autre frère, Céligny Ardouin, qui était un faiseur de chef d'État. C'est incroyable, cette histoire j'allais dire, ce côté grégaire. Et brusquement, il y a un artiste, vous arrivez dans une ville, et puis après 2 semaines, hein, si vous êtes un poète, vous allez savoir tous les poètes qui existent dans la ville. Ils se réunissent souvent dans 2 ou 3 mêmes cafés. Donc il y a quelque chose qui les rassemble tout de suite. Et j'avais lu d'ailleurs, j'étais très impressionné quand j'ai lu que Picasso, Dali et Buñuel fréquentaient le même collège à Madrid. Donc c'est toujours, on se dit, mais c'est quoi ça? Ces 3 types-là, brusquement, dans la même époque, dans la même cour de récréation ou quelque chose de ce genre, même si c'est pour un temps très très bref. Comment ça se fait qu'il y a, et quand même l'Espagne c'est grand, comment ça se fait que brusquement ces gens se réunissent? Eh bien c'est ça, voilà ce quartier-là qui a donné cette littérature de 1836 qui disait ceci: il fallait rompre avec la culture européenne d'une certaine manière, si nous voulons libérer notre esprit. Et pour ce faire, il fallait regarder autour de nous. Le paysage disait beaucoup. Et c'est vrai que les paysages disent beaucoup. On n'a qu'à regarder la littérature, le cinéma et la chanson québécoise pour voir la force de l'hiver dans la littérature, le cinéma et la chanson québécoise. D'ailleurs, la seule chose qui a détrôné un peu l'hiver, et qui est en train peut-être même de mettre en danger notre littérature, c'est l'apparition des cafés, où la littérature ne se passe plus dehors, mais se passe dans les cafés. Il y a toujours plein de personnages dans les cafés. Maintenant, notre littérature d'aujourd'hui, et où l'espace existe de moins en moins. Mais c'est normal, hein, on en a marre de voir la neige, on rentre dans un café. Mais il ne faut pas y rester trop longtemps non plus. Ça va être une littérature d'enfermement alors qu'on est un peuple de l'espace. Et donc voilà, on nous a dit, regardez autour de nous pour voir les paysages. Et ils se sont mis à décrire ces paysages-là. Naturellement, au début, et quand ils disaient un manguier, ils le décrivaient comme si c'était un pommier. On ne s'échappe pas facilement. Et plus la personne qui nous domine, plus la culture qu'il essaie de nous imposer nous est étrangère, plus cette culture-là, on a de la difficulté à s'en débarrasser. Parce que l'esprit humain est curieux. Le cœur humain s'intéresse beaucoup plus à ce qu'il ne connaît pas, quoi qu'on dise. On n'a qu'à voir nous-mêmes. Hein. Nous habitons à côté des gens que nous ne connaissons pas en ville et nous avons nos amis à l'autre bout de la ville. Hein, pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi d'ailleurs? Il y a toujours des histoires d'amour qu'on nous raconte comme ça. Quelqu'un allait, je ne sais pas moi, rencontrer dans l'avion quelqu'un qui est assis à côté de lui et finalement, il passe 60 ans avec la même personne en couchant dans le même lit pendant au moins 50 ans. C'est bizarre, hein, ces histoires. Ce goût du cœur pour ce qu'il ne connaît pas, pour les paysages qu'il ne connaît pas et pour les gens qu'il ne connaissent pas. Alors, petit à petit, le paysage extérieur a fini par s'infiltrer et devenir le paysage intérieur. Et on a commencé par avoir une littérature nationale. Et une littérature nationale qui, naturellement, a débouché sur une littérature d'autant plus authentique qu'elle s'est libérée même du paysage national. C'est-à-dire, tout le temps qu'on veut, qu'on exige de soi-même, de n'être à l'écoute que de ce qui nous entoure, c'est qu'on est encore sous la domination de l'autre. C'est-à-dire cette énergie de vouloir ou de croire que ce que nous sommes ne peut être que ce que nous entoure, c'est encore. Et la littérature haïtienne est devenue totalement vraie quand elle a accepté le paysage haïtien et qu'elle s'est ouverte au paysage
extérieure. On est devenu une vraie littérature et ça s'est passé, j'allais dire, jusque dans les années 1940. Et après la grande sortie de Ainsi parla l'oncle en 1928, il y a eu l'autre génération a commencé à s'exiler aussi, a commencé à partir et a commencé à confondre les paysages extérieurs avec les paysages intérieurs. Donc, on a eu cette littérature. Oui, c'est vrai que ça, du moment où on est arrivé à dépasser ou à concilier les contradictions, parce que c'est une littérature fondée complètement sur des contradictions, et puis sur les questions de langue, puisque c'est une littérature qui se fait en français et en créole. Aujourd'hui, elle se fait en anglais. Il y a une auteure qui s'appelle Edwidge Danticat qui écrit directement en anglais. Et comme il y a les vagues migratoires, les Haïtiens sont un petit peu partout, il y a des auteurs haïtiens qui écrivent directement en espagnol. Donc au départ, la question littéraire haïtienne, l'espace littéraire haïtien avait deux grands marqueurs pour être dans cette littérature. C'était d'abord le lieu, le territoire, 27 700 km², c'est-à-dire être réellement sur ce territoire. Et aujourd'hui, ça a éclaté. Aujourd'hui, quand on dit Dany Laferrière, c'est un problème parce que quand il est en Haïti, on dit Haïti. On dit québécois, on dit presque français. On peut même dire japonais. Donc, vous voyez, donc, la question territoriale, c'est une littérature qui se fait en dehors d'un territoire physique. Le territoire est devenu autre chose. Donc, on ne peut pas prendre le territoire comme marqueur. Et la langue, avant, c'était dans les deux langues nationales. C'était soit en français et en créole. Et même en français et en créole, il y a un problème. La contradiction était très forte jusqu'à ce qu'un auteur, Léon Lalo, disait en fait, il parlait du dilemme. Et ce dilemme, c'est une souffrance à nul autre pareil d'écrire avec des mots de France ce cœur qui m'est venu du Sénégal. Ça, c'est Léon Lalo qui disait ça dans les années 40. Comment, en fait, écrire en français avec des sentiments? Donc, pour lui, ce sont des sentiments d'un point. Comme il les sentait en créole, etc. Et les gens qui écrivaient en créole, c'est comme s'ils écrivaient contre ceux qui écrivaient en français. Donc, en fait, quand on est dans le ressentiment, quand on est dans la réaction, on ne peut rien donner. Et ce qui est important dans un livre comme Gouverneur de la Rosée, c'est le livre de la conciliation. Et dans ce livre-là, on trouve que ce livre-là dépasse la question identitaire. Ce qui va être fait plus tard dans la créolité, dans les écrivains de la créolité, c'est-à-dire Chamoiseau, Confiant et Bernabé, chez les écrivains martiniquais. Ce livre-là, depuis 1900, publié en 1944, ce livre-là a déjà préfiguré le mouvement de la créolité qu'on va rencontrer à la fin des années 80. Parce que ce livre-là va vers la conciliation des langues, conciliation des imaginaires. Manuel sort de Cuba. On va trouver l'espagnol dans ce livre, parce qu'on écrit, comme le dit Glissant, en présence de toutes les langues du monde. Et avec ce livre-là, le village Font-Rouge, le livre parle même pas d'Haïti, d'un village, le village Font-Rouge, et on voit que ce village est au cœur même de l'humanité. Et c'est ça qui est intéressant. On accède, je pense, à la modernité du moment où on peut parler au monde. Et là, Haïti a véritablement parlé au monde du moment où Jacques Roumain a compris qu'on peut parler de Font-Rouge. Font-Rouge peut parler à n'importe quoi. Et voilà que, en fait, plus de 50 ans après, on sort de Font-Rouge pour être ici, avec vous. Et puis, le vrai paysage universel, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur humain. Mais il a parlé d'un petit poème très bref que je vais vous lire parce qu'il est très beau. Et ça s'appelle « Trahison » de Léon Lalo. Ce cœur obsédant qui ne correspond pas avec mon langage et mes costumes et sur lequel mordent comme un crampon des sentiments d'emprunt et des coutumes. D'Europe, sentez-vous cette souffrance et ce désespoir à nul autre égal d'apprivoiser avec des mots de France ce cœur qui m'est venu du Sénégal. Je me souviens de Speak White quand je lisais cela. D'Europe, sentez-vous cette souffrance à nul autre égal d'apprivoiser avec des mots de France ce cœur qui m'est venu du Sénégal. Et quand je suis arrivé au Québec précisément, j'ai vu le lien entre ces deux pays
avec tellement d'affinité dans cette expression « sentez-vous cette souffrance ». C'est quelque chose qui m'a excessivement touché, parce que brusquement, collectivement, il y a une souffrance, et nous savons très bien que nous ne pouvons pas aller plus vite que le cheval. C'est ça qui est souffrant. On peut s'activer, et je voyais, et ce que j'ai vécu en Haïti aussi, je voyais les gens s'activer pour essayer de dépasser le problème, mais nous ne pouvons pas, il n'y a pas de sortie individuelle. Et dans certains problèmes, il y a des problèmes qui ne peuvent se résoudre que collectivement. Et donc, je sentais, je ne nomme pas la souffrance, pas du tout, et je ne fais pas de politique là-dessus, mais je sais qu'il y a une souffrance et qui ne peuvent être résolues que par une sortie collective. J'ai parlé de peinture. Non. Hein? Ça va commencer là. J'ai parlé de peinture parce que aussi la peinture haïtienne et la littérature, voilà le tableau, c'est la carte d'Haïti. Et la peinture haïtienne ressemble à la littérature, mais elle était elle a trouvé son identité plus rapidement. Parce qu'elle a été faite par des gens, précisément, dont la plupart n'étaient pas alphabétisés en français. C'était des analphabètes. Donc, et ce vieux rêve de Malraux, quand il avait fait d'ailleurs les maisons de la culture en France, s'est retrouvé, résolu ce problème en Haïti. Parce qu'il avait dit, je me souviens de cette phrase de Malraux, quand il inaugurait la première maison de la culture, il disait à peu près, et si un jour vous voyez des paysans regarder des peintures de Braque et qu'ils ne rigolent pas, hein, c'est pas rien. En effet, c'est pas rien. Et je crois, avec Malraux disait cela, et disons, parlait à des intellectuels européens, ça paraissait quelque chose de difficile à comprendre et à croire, mais alors que c'est exactement le contraire en Haïti, c'est précisément les analphabètes qui posent les problèmes les plus abstraits dans la peinture, et dont l'un des premiers problèmes abstraits qu'ils ont résolu d'ailleurs, c'est la question de la ligne de fuite qui est au cœur même de la peinture haïtienne. Je vais vous présenter un grand peintre haïtien et qui s'appelle, il est là tout au fond de son atelier, il s'appelle Hector Hippolyte. Alors Hector Hippolyte est un Hongan et il a été découvert très simplement. Un Américain, David Peters, était en Haïti et comme il aimait la peinture haïtienne, il voulait les réunir dans un centre d'art et il cherchait des peintres. Il était sur la route, il allait dans le nord du pays, il s'est arrêté près de Montrouy, petit village, et il a vu une maison dont les portes étaient peintes de façon étonnante. Et puis il a trouvé à l'intérieur Hector Hippolyte, qui était hongan, mais qui devait avoir des images de saintes, parce que les saints catholiques, vous savez, le syncrétisme et du vaudou, ce qui fait que, vous connaissez le principe, c'est la vieille technique de résistance des peuples. On a interdit le vaudou en Haïti. Et il y a eu la campagne anti-superstitieuse de 1944 qui a fait couper tous les arbres, l'Église catholique et l'État américain, qui a fait couper tous les grands arbres, disant que c'est ces arbres-là qui sont des temples, d'une certaine manière, du vaudou. Et donc le déboisement d'Haïti a commencé là. C'est une agression religieuse. Et donc les gens, quand ils allaient à l'Église catholique, puisqu'il ne restait que ces églises-là, au fond, se disaient qu'ils étaient dans des temples vaudous et ils ont renommé tous les saints catholiques avec des noms de dieux vaudous. C'est ainsi que la Vierge, ma mère est très très croyante, donc il y a chez moi jamais de trucs là-dessus. Je crois dans la foi de ma mère, mais la Vierge, c'est quelqu'un de pas mal, qui porte un nom d'une abstraction totale. L'Immaculée Conception, on ne peut pas aller plus loin. Et il s'est retrouvé à porter le nom de Erzulie Frida d'Aromée, une sorte d'hermaphrodite assoiffée de sang et de sperme. Donc, ouais, il y avait d'autres saints comme ça, au Goufférail, et c'était Saint-Georges, enfin, Saint-Jacques, plutôt le majeur, et ils ont tout reconverti. Mais il fallait avoir les images des saints. Et Hector Hippolyte ne pouvait pas les avoir parce qu'il n'avait pas d'argent, il les a peints.
heureusement. Et c'est ainsi qu'on a découvert, vous voyez, l'imaginaire de ce peintre-là. Et là, c'est Damballa, je crois, le dieu qui est comme un serpent et qui a son nom dans l'Église catholique. Ne vous inquiétez pas. Et donc, voilà, cette toile extraordinaire où on se demande, vous voyez l'enfant en bas qui porte des ailes. Et on a l'impression que la femme qui porte un habit cache ses ailes aussi. On n'en sait rien. Cette œuvre-là a impressionné Breton au point qu'il lui a fait dire que ces gens-là, qui sont analphabètes, ont découvert le surréalisme naturellement, alors que non, il a fallu presque le faire en laboratoire. On peut continuer. Ça, c'est une nature morte de Hector Hippolyte. Et Malraux, qu'on verra plus tard, tout à l'heure, est rentré en Haïti en 1974. Je l'avais vu à ce moment-là. Il était malade, très malade. Et il avait vu un petit cimetière décoré par des peintres paysans à Soissons-la-Montagne. Il avait vu des photos, des images et des tableaux qu'on lui avait envoyés. Et il avait eu l'impression que ces gens qui ont pu faire une peinture si riante pour décorer un cimetière devaient connaître un chemin secret qui permet de mourir sans souffrir. Je parle d'angoisse et non de douleur. Il est entré en Haïti et pour voir ces peintres-là. Et tout à l'heure, on verra, il faut continuer. Oui, voilà, c'est tout à l'heure après le... Continuer. Ça, c'est à la mort de Hector Hippolyte que le poète Félix Morisseau-Leroy lui avait fait un grand poème pour dire que Hippolyte est mort. Li mourit, Hippolyte mourit, mes amis, Popo mourit. Popo, c'était son petit nom. Alors, ce Hippolyte, d'ailleurs, il avait dit à un de ses amis que les Blancs sont étranges. Ils sont même capables de vous payer pour des toiles que vous avez peintes avec plaisir. Et donc, Breton ne s'en est pas privé, mais voilà, c'est un Nandi. C'est un Nandi, c'est un Ongan, c'est un homme très, très sophistiqué et analphabète. Vas-y. Lui, c'est Saint-Brice. Il s'appelle Robert Saint-Brice. Il est homosexuel, protestant, vaudouisant. Il est tout ce que vous voulez, mais c'est l'un des hommes, parce que je connais un autre, le plus courtois que je connaisse. Il a une œuvre sombre, noire, qui fait peur aux enfants et qu'il peint des têtes sans corps. D'ailleurs, un de mes amis critique, voilà. On dit que c'est le peintre qui se rapproche le plus de l'imaginaire vaudou. Il est vaudouisant lui aussi, naturellement. Naturellement, il habitait à Carrefour et je le rencontrais au début des années 70, vers 1970-71, au Centre d'art à Port-au-Prince. Et je me rappelle toujours de son grand sourire, de son rire éclatant qui arrivait toujours de manière impromptue. J'ai connu une critique d'art qui s'appelle Montas et qui me disait qu'elle avait eu un Saint-Brice, mais qu'elle ne pouvait pas dormir dans la chambre avec cette toile parce qu'elle avait l'impression qu'elles étaient habitées par des esprits. Et je crois que c'est peut-être vrai. Si une toile n'est pas habitée, à quoi ça sert ? Cet homme maigre, oui, plus que mince, maigre que vous voyez là, est un feu follet. C'est l'esprit le plus vif d'Haïti. Il est mort, il s'appelle Jean-Claude Gaout, dit Tiga. Tiga, c'est lui qui est à l'origine de cette dernière expression de peinture qu'on appelle Saint-Soleil, qui a fait en sorte que Malraux a retiré Goya de son dernier livre, L'Intemporel, pour mettre le chapitre sur Saint-Soleil et la peinture haïtienne, 60 pages. Alors, imaginez Malraux, Goya, et enlever Goya pour Malraux, ça a été la bataille. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Malraux comme Breton, d'ailleurs. On a eu deux grands critiques français en Haïti. Breton, qui est allé d'abord à la Martinique
et en Haïti, et Breton, qui a lu un poète haïtien qui s'appelle Magloire Saint-Aude, et qui a dit que de Saint-Aude, qu'il ne lui trouvait d'équivalent que Nerval. Breton avait ses copains, Apollinaire, Éluard et tout, ils pouvaient quand même faire une fleur à eux. Non, pas du tout. Ça, c'est la force des grands critiques. Et il n'y a pas de grande littérature sans lecteur libre. Breton, le texte était à peine broché. C'est lui aussi le premier qui a lu, le poème de Césaire, Cahier d'un retour au pays natal, le livre qui a fait, et ce poème reste toujours encore, c'était un poème broché aussi. Quand vous voyez un poème, il n'y a pas beaucoup de gens, très peu de gens, qui peuvent aller dans un petit village, rentrer dans une petite boutique, et qui voient un petit recueil d'enfants, mettons, broché comme ça, et qui l'ouvrent et qui dit « c'est aussi fort que Rimbaud », et qui l'impose. Ça, c'est plus fort même qu'écrire de grands poèmes, être capable de lire. Et je crois que nous manquons de grands lecteurs et que quand une époque manque de grands lecteurs, il aura des problèmes à avoir une grande littérature. Parce qu'on a dévalorisé le lecteur au fil du temps. On en a fait des écrivains ratés. Même les lecteurs eux-mêmes. Hein. Autrefois, moi, je me souviens, dans mon enfance, ah oui, il y avait des grands lecteurs. Les types se présentaient comme ça. On disait, ben voilà, j'ai mon ami Gérard, un grand lecteur. Et puis Gérard se présentait, Gérard, grand lecteur. Oui, oui, c'est vrai. Maintenant, on dit uniquement grand écrivain, mais autrefois, on disait souvent de quelqu'un. Vous savez, ma cousine, grande lectrice. Maintenant, même quand on dit cela, on veut dire quelqu'un qui lit beaucoup. Non, ce n'est pas ça, une grande lectrice. Une grande lectrice, c'est quelqu'un qui lit librement, qui ne lit pas ce qu'il sait lire. Très peu de gens entrent dans une librairie et choisissent un livre qu'on ne lui a pas signalé, dont il n'a pas lu un article, dont il n'a pas lu précédemment un livre, juste en l'ouvrant pour le texte. C'est très peu de gens parce qu'on nous a conduit, on a dévalué le lecteur. Il a été dévalué. N'importe quel écrivain de 20e ordre croit qu'il est plus important qu'un lecteur de premier ordre. Et moi, je préfère un lecteur de 20e ordre à un écrivain de 6e ordre. D'abord parce qu'il va me lire. Alors que, donc c'était un grand lecteur, Breton. Breton, et ça c'est important. Et aussi, on a eu un grand critique d'art, Malraux. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'arriver et de voir une toile dans un endroit, dans un débarras, et sans que ce soit étude faite ou analyse carbone pour voir si ça appartient. Non, rien du tout. Juste ce qu'il voit et de dire c'est une grande œuvre et que ça reste. Il ne suffit pas de le dire. On peut être snob, on peut vouloir, hein, tout le monde, partir un train comme veut faire ma fille. Non, 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 ça reste. Césaire est resté. Saint-Aude est resté. Saint-Aude. Saint-Aude, Magloire Saint-Aude, 1930, dans les années 30. Fils de la bonne bourgeoisie de Port-au-Prince, bourgeoisie culturelle, intellectuelle. Son père, Clément Magloire, était propriétaire et directeur d'un grand quotidien, Le Matin, Saint-Aude. Sa mère travaillait comme bonne chez les Magloire. Découvrant cela et ne voyant pas sa mère à la maison, il changea son nom, qui était Clément Magloire fils, pour devenir Magloire Saint-Aude en disant au début des années 30, je vais faire du nom de mon père un prénom et du nom de cette femme dont on ne m'a pas laissé connaître un nom. Magloire Saint-Aude. Sa mère était une femme Saint-Aude. Saint-Aude. Je descends, indécis, feutré, ouaté, au ras d'épaule. Il n'a pas dit seulement. Il a vécu tout le reste de sa vie dans la boue du bas de la ville parce qu'il a décidé de tourner dos à la bourgeoisie. Il l'a vécu jusqu'à sa mort. Et je me souviens de ses funérailles puisque je le connaissais comme clochard, pas comme poète, j'étais trop jeune.
Et on allait d'ailleurs le taquiner dans la rue, et puis il nous tirait sa canne, son pied. Je ne savais pas qu'il était poète. Et puis un jour, j'ai entendu dire que le vieil homme au coin de la rue, toujours couvert de boue, est mort. Et j'étais devant la maison, je voyais passer 123 voitures couvertes de fleurs. Vous savez, les dictateurs ont le sens des cérémonies. C'était Duvalier qui enterrait Magloire Saint-Aude. Et je me souviens, quand j'allais, et il y avait aussi Calboire à l'église, et qu'on voyait Saint-Aude dans la boue avec, il avait toujours presque mal habillé. Et on voyait son pénis dans la boue, tout flétri. Et puis ma mère me tirait quand je passais pour aller à l'église, pour que je ne le voyais pas. Et puis je l'entendais siffler. C'est un poète. Moi, je ne voulais être que ça, un poète. Et je ne rêve que ça aussi, d'avoir le pénis flétri dans la boue un jour. Ouais, c'est important. J'aurais aimé, en fait, recadrer un petit peu en allant vers l'éruption du populaire. J'ai travaillé sur la peinture naïve et j'ai beaucoup parlé de l'éruption du populaire parce que en fait, toute l'importance de ce que nous dit Dany, si l'on situe la société haïtienne comme une société ségrégée, c'est-à-dire c'est des gens, Dany parle de gens d'habitude dont on ne parle pas souvent. C'est-à-dire, ce Tougan-là, quand il dit Hector Hippolyte, c'est peut-être le plus grand peintre d'Haïti, mais ça va venir après. Et ça va venir par ces grands découvreurs-là, ces gens qui vont dire, ça, c'est le peintre à faire. Et c'est un ensemble d'histoires, un ensemble de découvreurs. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que quand on parlait de peinture avant, dans les années 40, on parlait d'un certain nombre d'éléments, d'un certain nombre de filles et de fils de la bourgeoisie haïtienne. Et ils avaient pour nom Pinchina, Bossan, Turnier, Mangonnet. C'était les grandes familles haïtiennes qui faisaient de la peinture. C'était une distraction. Donc le samedi, ils prenaient des cours, ils savaient ce que c'était la perspective, ils savaient le point de fuite, ils savaient comment utiliser l'espace, etc. Et voilà qu'il y a une éruption du populaire. Des gens qui ne savent même pas lire. Parce que la peinture, c'est une forme d'écriture très sophistiquée. Des gens qui ne savent pas lire et à qui on n'a jamais appris la perspective et qui trouvent la perspective sans avoir appris. Et ce sont des gens comme ça, et ce sont des gens qui vivent avec leurs rêves, ce sont des vaudouisants. Et c'est intéressant quand Dany parle de vaudou, puisque ces gens-là sont dans une autre forme de vie où l'imaginaire est plus fort que le réel. Hector Hippolyte, il va peindre ses rêves, et ça fait quelque chose de fabuleux. Donc quand l'Américain DeWitt Peters découvre un certain nombre de peintres haïtiens via le vaudou, comme Wilson Bigot, comme Hector Hippolyte. Et il y aura au Centre d'art, là où la peinture haïtienne est fondée, le Centre d'art, qui est le lieu réel de cette peinture, il y aura les peintres de l'étage. Les peintres de l'étage, ce sont les peintres de la bourgeoisie. Et il y aura dans le sous-sol ces peintres-là, qui étaient des chauffeurs, Comme Benoît Rigaud, chauffeur de taxi, oui. Chauffeurs les balayeurs qui vont peindre, etc. Mais ils sont tous vaudouisants. Ils sont chauffeurs de taxi, chauffeurs, etc. Ou bien qui ne font absolument rien. Et on aura Castra Basile. Et ils seront vraiment en bas. Et ça montre la structure. On est dans une société ségrégée. Ceux qui sont en haut se considèrent comme peintres. Ça se passe en français. Ils habitent à Pétionville. Ce sont des filles et des fils de bonne famille. Et en bas, il y a ces peintres-là. Et qu'est-ce qui va arriver? Il y aura une grande exposition à Cuba avec Wilfredo Lam, le grand peintre cubain, reconnu internationalement. Et il y a un grand critique, Gomez Sicré, un critique cubain qui est dépêché pour venir à Port-au-Prince, pour venir chercher des peintres, pour intégrer ces peintres-là dans la grande exposition cubaine. Et quand Gomez Sicré arrive, bien entendu, il a été orienté vers l'étage. Il a regardé l'étage et il a vu tout ce qu'on voyait partout. Des gens qui ont appris à dessiner, l'anatomie, qui font, tu vois, de beaux visages, de beaux portraits. Et quand il est descendu au sous-sol, il a dit, mais la peinture est là. Donc c'était vraiment une gifle pour toute la bourgeoisie, pour cette espèce d'imagerie bourgeoise, pour les notions de perspective. Il a dit, voilà, c'est là qu'est la peinture. Et tous ces peintres dits naïfs
primitifs, ont été vraiment propulsés sur la scène internationale, ce qui a créé un malentendu en Haïti entre les peintres qui étaient dits modernes. Les peintres dits modernes, c'était ceux qui imitaient les perspectives, tout ce qui se faisait, qui étaient allés à l'école, et les peintres dits primitifs, c'est ceux qui ne savaient pas lire, c'est ceux qui peignaient le rêve, et ce qui est difficile, les grands critiques, que ce soit André Breton, que ce soit Malraux, tout ce monde-là va trouver ce qu'il y a de moderne dans la peinture haïtienne, c'était tout ce qu'il y avait dans le sous-sol. Donc, et il y a une explication à donner à cela qui est intéressante. Vous savez, quand vous ne parlez pas la langue de celui qui domine et que vous ne parlez pas la langue de ces 10 personnes-là, vous êtes seul et que vous essayez de la parler, vous allez la parler mal et on va croire que vous ne pouvez pas parler bien dans aucune langue. Quand vous parlez mal français ou allemand ou anglais, devant des Anglais, des Français ou des Allemands, les gens ne se disent pas immédiatement et vous ne parlez pas notre langue très bien. Ils pensent que vous pensez comme vous parlez, c'est-à-dire mal, que vous êtes lent, alors que c'est tout simplement que vous ne parlez pas la langue. Donc c'est un peu cela. Pendant la Révolution, on a cru que les esclaves dont on disait qu'ils parlaient petits nègres, ça ne se disait pas à l'époque, mais on croyait que s'ils parlaient comme ça et qu'ils étaient obligés de faire des mimiques et comme ça pour s'excuser d'être là, comme on dit si bien ici au Québec, je m'excuse de prendre la parole, pour s'excuser d'être vivant, s'excuser d'être là, eh bien c'est parce que vraiment ils le pensaient, alors que c'était faux. C'était faux. D'abord, ils n'étaient pas tous illettrés comme on le croit, mais il y en a qui étaient des lettrés arabes. Et ça n'a jamais été dit. Et c'est pour cela, d'ailleurs, les historiens, en regardant, se demandant comment ça se fait que la guerre coloniale ait pu se faire sur tout le territoire avec une précision pareille. Qu'est-ce qui se passait dans cette armée coloniale ? Eh bien, ils s'informaient, les informations se passaient en arabe. Et donc, c'est pas parce que c'était l'Afrique, il y avait eu des empires. Hein. Il ne faut pas oublier, le Bénin, au IVe siècle, avait découvert le bronze. C'est le bronze, ce n'est qu'au XIIe siècle que l'Occident va découvrir le bronze. Donc, il y avait des lettrés arabes, il y avait des philosophes, il y avait des intellectuels. Et ce n'est pas parce que tous ceux qui étaient pris comme esclaves n'étaient pas juste des pauvres. Donc là, c'est comme l'imaginaire, l'idée de l'esclavage qui était, il suffit d'être esclave pour être pas bon du tout, analphabète, tout, était une idée fausse. Et cette information a continué à circuler. Et le vaudou, qui est un art d'apprentissage aussi, puisque on disait, alors comment ça se fait qu'il y a cette précision dans la ligne et de ces peintres-là ? Ben, on n'a qu'à regarder les vévés du vaudou. Les vévés d'abord, qui est un art de l'esprit, puisque c'est un art du dessin et de la ligne. Et les vévés sont excessivement raffinés. S'il y en avait là, je vous aurais montré. Il y a le livre d'abord la couverture. Donc, ce sont des tracés comme cela à chaque fois qu'on veut faire apparaître un dieu ou une déesse, que ce soit Osuli, que ce soit, on doit faire des signes sur la terre, des tracés, et n'importe qui. Et il y en a de plus compliqués, et il y en a plein. Donc, ce sont ces tracés-là qu'il faut faire pour faire apparaître. Et tous ces tracés excessivement complexes, il y en a plein, et comme ça, ben, c'est un apprentissage du dessin, c'est un apprentissage par l'esprit de ces choses-là. Donc, quand le type commence à peindre et qu'on croit qu'il ne sait pas, qu'il ne connaît pas le dessin, eh bien, on s'est trompé complètement. Il a un art du dessin formé par sa culture vaudou. Un art, même l'imaginaire, ce n'est pas un imaginaire, comme on en parle des fois aussi un peu naïf, c'est un imaginaire extrêmement complexe. On n'a qu'à entendre les chants sacrés du vaudou pour voir, comme disait Rodney tout à l'heure, comment le rêve et la réalité s'imbriquent. Ce n'est pas dans une facilité enfantine, c'est une vision du monde. C'est une vision du monde. Vision du monde qu'on peut trouver, vous vous souvenez du discours d'Alcibiade dans le banquet de Platon, c'est la même vision, c'est les sphères. C'est les sphères. Donc c'est une vision du monde fortement documentée, c'est très cohérente et qui se fait là. Quand, par exemple, cette modernité dont on parlera tout à l'heure, que Sicré a vu au centre d'art, cette différence avec les modernes qui étaient à l'étage, qui obéissaient au point de fuite, et
et qui pensait que les peintres primitifs ne faisaient que mettre toutes les choses au même plan, et comme font les enfants, et qui ne distinguent pas le temps, c'est-à-dire entre hier, aujourd'hui et demain, et qu'ils mettaient tout au présent de l'indicatif, tout sur le même plan, et bien, ils s'étaient trompés, tout simplement. C'est tout simplement, la perspective avait changé de sens. Dans cette peinture occidentale qui invitait les gens à pénétrer dans le tableau, où le tableau est une architecture qui reçoit, le point de fuite est au fond. Alors que pour ces peintres primitifs, le point de fuite est dans le plexus de celui qui regarde la toile. Le point de fuite est de l'autre côté. C'est pour ça que les toiles, les paysages, les gens, cette bousculade qu'on voit, ils veulent vous pénétrer. Ces marchés, ils ne veulent pas vous inviter à venir les visiter comme dans les architectures de De Chirico où l'on voit des rues, des perspectives, et où l'on vous invite à pénétrer dans le tableau. D'où le geste. On entre dans le tableau. Et l'autre geste, on recule. Parce que tous ces fruits, tous ces trucs, tous ces gens vous sautent dessus. Il n'y a pas de cadre. Ils ont éliminé cette distance qui permet à l'individu de s'approcher du tableau. Ils vous sautent dessus. C'est vous le point de fuite. C'est dans votre plexus qu'il se trouve et non de l'autre côté. Mais pour savoir cela, il faut partir du principe que l'autre est un être humain. Si on ne part pas, c'est la base. Si on ne part pas du principe que l'autre a son intelligence, si on part du principe que c'est notre intelligence qui est ce qu'on appelle la mesure de toute chose, eh bien, on va dire tout ce qui n'est pas nous n'est pas bien. Et tout ce qui n'est pas nous, nous sommes en mission de faire en sorte que cela devienne nous. Ça s'appelle la civilisation. Civiliser l'autre. Mais si on partait du principe que l'autre est quelqu'un, eh bien, on apprendrait, et puis de l'autre, et puis aussi l'autre pourrait apprendre de nous, et ainsi de suite. Le mouvement continuerait comme cela, et nous ne pourrons que nous améliorer. Donc, c'est ce qui se passe dans la peinture, là, c'est ce qui se passe partout. Partout, dans les classes sociales, c'est partout. L'idée est fondamentale et elle n'a jamais bougé dans toute l'histoire humaine. Nous ne pouvons que nous abêtir chaque fois que nous pensons que l'autre est plus bête que nous. Elle est toute simple. Elle est toute simple. Parce que précisément, nous ne pouvons... On s'abêtit quand on n'apprend plus. Et comme nous ne pouvons plus apprendre de nous-mêmes à un certain âge, eh bien, il faut quand même dire que l'autre pourrait nous apprendre quelque chose. Pour essayer de nous aider, on a même dit la phrase « on peut apprendre le plus petit que soi ». Même ça, on n'a pas voulu faire cette concession. On dit « on peut civiliser un plus petit que soi ». Pourquoi ne pas lui apprendre? Donc, c'est cette ouverture, cette espèce d'ouverture qui m'intéresse, moi, dans les arts. C'est trouver cette trace humaine, trouver pourquoi l'interrogation, pourquoi nous ne voulons pas de l'autre. Voilà Malraux lui-même. Voilà. D'ailleurs, quand il est arrivé en Haïti, et il est allé à Saint-Soleil, il a rencontré ces peintres paysans qui ne parlaient pas français et lui qui ne parlait pas créole. Ils se sont très bien compris. Et Tiga était là, Modroba a voulu traduire, et Malraux a dit « traduire quoi ?» Donc, on n'a qu'à regarder ses yeux, c'est un fou furieux. Là, il parle à eux, et magnifiquement, pour vous montrer que c'était vrai, à la mort de Malraux, il y a une scène magnifique que j'ai vue en film. Tous les paysans peintres qu'il avait rencontrés, il y a une scène magnifique où chacun avait son tableau sur sa tête et descendait les montagnes. C'était la cérémonie qu'ils ont fait à Malraux. On les avait tous une longue ligne de peintres, de femmes et d'hommes, qui descendaient les montagnes pour aller au petit cimetière qui avait tant impressionné Malraux. Et donc voilà, ils étaient allés reprendre le corps, comme on peut dire. Pierre-Louis, ça c'est les peintres de Saint-Soleil, ces peintres qui avaient impressionné Malraux au point de lui faire enlever Goya de son livre L'Intemporel. Il y a une innocence qui m'a fait penser souvent à Gilles de Watteau. Voilà les dessins.
Ça, c'est Tiga et Maud Robard, ce couple d'Haïtiens qui ont... On dirait, ouais, il a bien fait de replacer. C'est Elle tresse des maillots. Vous vous souvenez? Quand d'ailleurs Malraux avait dit, nous savons tous que la lumière vient du ventre et qu'elle n'éclaire pas le personnage du centre. Voyez-vous, c'est une ampoule. C'est pas, la lumière ne vient pas de l'autre côté. C'est lui l'ampoule. Ça, c'est Fleurant. Saint-Fleurant, qui est la cuisinière à Saint-Soleil, une femme magnifique. Ses petits yeux. C'est un portrait de Jean-Jacques Dessalines. Et on va arrêter. On va arriver sur l'école du Cap. Alors, à la question pourquoi je me suis tellement identifié à ces peintres primitifs, c'est parce qu'ils s'adressent au sens. Et leur but, c'est d'éliminer l'esprit critique. Le maire est content. Hein. Alors l'idée, c'est d'ailleurs, on sait très bien, la politique et l'art, ils se ressemblent là-dessus. L'art peut, le peuple admet cette réussite, cette harmonisation. Et ce que le peuple ne peut pas accepter dans la politique, puisque précisément, il lui enlèverait son droit de contester, naturellement, et de faire avancer les choses d'une certaine façon. Mais moi, c'est ça que j'aime. C'est-à-dire, quand vous voyez une peinture primitive sur tous les paysages, dans les arbres, l'esprit critique est éliminé parce qu'il y a tellement d'odeurs, de couleurs, de saveurs qui arrivent, qui nous intoxiquent. On est intoxiqué. Et on est comme... Et je crois que de temps en temps, il faudrait, comment dire, suspendre l'esprit critique de temps en temps pour juste recevoir. Et c'est vrai que on a fait un abus. C'est dur à dire, quelqu'un qui aime tant ça, mais on a fait un abus de l'esprit critique parce qu'à un moment donné, si on l'utilise trop, il perd de sens. Et il devient un automatisme. Et il y a des gens qui, avant même que vous posiez la question, avaient déjà la réponse. Et avant même que vous proposiez ce que vous avez proposé, avaient déjà la contestation. Je ne demande pas de faire comme Borges, qui propose de fournir en douce des arguments à l'adversaire. Pas jusque-là. Mais je crois aussi qu'il faut réactiver cet espace entre la question et la réponse, qui permet que celui qui pose la question sente qu'il est entendu et qu'il n'est pas en face d'un adversaire. C'est-à-dire, pour moi, c'est extrêmement important parce que on n'a pas idée comment nous cherchons à être entendus. D'ailleurs, beaucoup de gens disent ça. Hein. Souvent, il faudrait, tout le temps, je vais faire des petites cartes. Peut-être que je deviendrai riche avec ça. Ça va être écrit juste, je veux être entendu. Parce qu'il y a des fois, on parle avec des gens, les gens pensent qu'on veut des conseils. On veut rien. Juste être entendu. C'est parce qu'on en a marre. On a déjà toutes les réponses soi-même. On en a marre de s'entendre soi-même. On voudrait que quelqu'un d'autre puisse nous entendre. Mais je demanderai à ceux qui utilisent ces cartes de ne pas la produire uniquement devant les mêmes personnes. Parce qu'il y a des personnes dont on pense qu'ils ne doivent qu'écouter. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Donc c'est marqué sur leur front. Raconte-moi vos problèmes. Donc c'est un peu cela, mon goût de la peinture primitive. Et cette peinture arrive à rafraîchir l'atmosphère et à effacer légèrement l'acidité de l'esprit quand il n'arrête pas de se mordre la queue. Tout le temps, sans arrêt. Et puis à un moment donné, on est là
et puis on regarde. Comme m'a dit un peintre haïtien qui avait peint des arbres magnifiques et des fruits juteux, lourds et succulents, j'ai dit, Baptiste, pourquoi vous peignez cette nature magnifique alors qu'autour de vous, ce n'est que désolation et misère? Il m'a dit, mais qui veut accrocher dans son salon ce qu'il peut voir par la fenêtre? Il me semble que, il me semble, alors que tout l'esprit critique exigeait que ces peintres, pourquoi vous ne peignez pas ce qui est la réalité? Est-ce que vous donnez d'eau? Mais il sait, il est là-dedans. C'est souvent des gens d'ailleurs qui sont plus riches que le pauvre peintre, qui lui fait la leçon de la réalité. Il sait, ne pouvait pas comprendre qu'il veut autre chose. Ce n'est pas uniquement en forme de contestation que le monde avance. Et je crois que c'est encore une plus grande contestation que de donner à voir ce que la vie pourrait être. Souvent, on croit que c'est de nous mettre le même miroir de la même réalité en face qui nous font réagir. Des fois, il faut un petit peu de bonheur pour reprendre son esprit. Il y a une femme qui m'a dit une fois, elle m'a dit, j'avais des problèmes très graves d'argent et $1000 en banque. Mais je n'avais aucune possibilité pour les 6 prochains mois. Il dit, je l'ai retiré de la banque. J'ai appelé une service qui m'a envoyé quelqu'un pour venir faire le ménage. J'ai mis de l'eau dans la baignoire. J'ai acheté une bonne bouteille de champagne. J'ai acheté des fruits. Et puis, j'ai fait comme si j'étais riche. Et puis, juste avant que j'ai terminé, le téléphone sonne. Et voilà, et la richesse est venue. Vous voyez, des fois, il faut l'appeler. Alors, nous continuons. Mais ça, c'est Philomé Aubin, l'école du Cap. C'est un peintre très, très important. Vous allez voir ça même par la signature. C'est une espèce de narration. Donc, c'est la ville du Cap. Vous voyez, c'est la bourgeoisie de la ville du Cap. C'est comme, en fait, l'historien du Cap. Le Cap haïtien, c'est aussi un pays, c'est une province chargée d'histoire. Donc, c'est le peintre qui se donne pour mission de faire une narration historique de la ville. Et là, c'est la bourgeoisie du Cap. C'est des scènes de vie de la bourgeoisie du Cap. Et c'est très, très important quand vous allez voir, quand on continue, vous allez voir la signature. Oui, c'est ça. C'est Aubin, je l'ai rencontré au Cap, Aubin. Alors, il était très âgé, il avait 82 ans quand je l'ai rencontré. Et il m'a dit, ça fait 50 ans que je peins 8 heures par jour. Il y a beaucoup d'Aubin. Il y a 8 Aubin. D'ailleurs, c'est les seuls peintres. Ils sont très dignes, hein, les gens du Cap, du nord d'Haïti. C'était les plus riches. Et parce que vivaient là les colons les plus riches. Les colons les plus riches de Saint-Domingue et peut-être même de toute la Caraïbe vivaient dans le nord d'Haïti. Et comme ils avaient droit d'acheter les esclaves, c'est-à-dire dans la première fournée, ils achetaient les esclaves les plus forts et les plus intelligents. Et qu'est-ce qui se passe? Mais c'est là que la révolution a parti. Ah ben ouais, c'est toujours le problème. C'est dans les ateliers du Nord que la révolution est partie. Par un homme qui s'appelait Boukman. On a toujours dit Boukman, mais au fait, c'est parce que c'était un intellectuel. C'était l'homme du livre. C'était libraire. Alors lui, on pensait que c'était Boukman, mais c'est pas Boukman. Et voilà, donc la haute bourgeoisie du Nord est peinte par leur peintre, disons, j'allais dire national, régional, Philomé Aubin. Il m'a dit qu'il y a 8 Aubins. Alors son frère Sénèque, il y a Antoine, il y a des tableaux. Ces tableaux sont écrits. Antoine Sénèque et Philomé Aubin chez son frère Antoine en présence de son fils Sénèque. Alors c'est toujours comme ça, c'est très austère. Là, c'est les bourgeois du Cap haïtien vers 1900 à 1919, pas 1920. Hein. Il donne les noms Auguste, Laroche, Duguay, Martin. Oui, etc. Donc, c'est un témoin de l'époque. D'ailleurs, il a fait le grand tableau de l'arrivée du président Roosevelt au Cap. C'était son premier grand tableau. Alors, il était là. Il m'a dit, de tous les Aubins, je suis le meilleur. Et ce n'est pas peu dire, parce qu'ils sont tous bien. Et voilà sa signature, Philomé Aubin. Et il est mort, et je pense, il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années. Et c'était un homme extraordinaire. J'ai passé 2 heures avec lui,
qui était 2 heures de torture pour lui, parce qu'il ne peignait pas pendant que j'étais avec lui, et il pensait que j'étais venu acheter. J'étais accompagné d'un ami écrivain, et qui était journaliste au Monde, un haïtien, Jean-Claude Charles, qui faisait des photos. Alors, il me photographiait, moi et Philomé Aubin. Alors, il connaissait Philomé Aubin. Il me disait sur la route, celui qu'on va rencontrer, c'est l'équivalent de Chagall. Alors, enfin, une façon de me dire, de me mettre par terre quand je le vois. Alors, moi, j'étais assis, je parlais avec Philomé, je lui demandais des petites choses de la vie quotidienne, et qu'est-ce qu'il aimait, quelles sont les couleurs, enfin, tout ça. Et puis, il me parlait très gentiment. À un moment donné, Jean-Claude Charles rentre. Et Philomé le suit. Et puis après, Jean-Claude Charles me dit, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais que fait le blanc? Ça fait 2 heures que je parle, le blanc n'a encore rien dit. Le blanc, c'était moi. Alors j'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, le blanc. Il dit, mais parce que j'étais en train de te photographier. On ne photographie qu'un blanc. Et un grand peintre. Eh bien, le blanc n'a pas acheté ce jour-là parce que Philomé coûte très cher. Il a peint beaucoup pour Kissinger, pour Jackie Onassis, des trucs comme ça. Alors, le blanc était pauvre. C'était un pauvre blanc de Montréal. Ça, c'est la danse. Ça, c'est Wilson Big. Et non, Benoît Rigaud. Benoît Rigaud, c'est le premier et que j'ai, pas que j'ai rencontré, qui a apporté un tableau au Centre d'art. Et je le connais bien, il est maigre, il a toujours un petit chapeau et il est très, un petit peu vaniteux. Alors là, c'est le mariage de l'employé de mairie. Alors, il m'a amené devant ce tableau au musée des Beaux-Arts, et le tableau d'avant. Et puis il m'a dit, tu sais, les jeunes ne savent plus danser. Il faudra bien leur apprendre à danser. C'est pourquoi j'ai fait ce tableau. Regarde les chaises. Oui, il y a les chaises qui attendent. Et puis il m'a dit d'ailleurs, au coin gauche, c'est ma femme, Madame Rigaud. Alors, il a dit, non, c'est vrai, je lui ai dit, mais pourquoi elle est là toute seule? Il dit, parce que je suis en train de peindre le tableau. C'est un homme sans humour, hein? Sans aucun humour. Il est toujours accompagné d'un autre qu'on verra tout à l'heure, qui est son grand ami, qui est petit, rond, avec un chapeau aussi, qui est l'homme, plus même que Saint-Brice, le plus doux qui existe. Il s'appelle Jasmin Joseph. Et Jasmin Joseph a passé toute sa vie à ne peindre que des lapins, dans toutes les conditions. Et avant, il peignait des animaux un peu de la vie, mais après, vers la fin, il ne peignait que des lapins. Et puis j'ai dit, il ne parle presque pas. J'ai dit, mais Jasmin, pourquoi vous ne peignez que des lapins? Il me dit, ils sont gentils. J'ai dit, mais vous en connaissez? Il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas de lapins, mais voilà. Mais ça, c'est toujours Benoît Rigaud qui apprend à danser toujours aux gens. Continuons. Ça, c'est la foule. Ça, c'est pas Benoît Rigaud. Ça, c'est Néhémie Jean qui peint une sorte de boîte de nuit. Là. Il appelle ça scène bohème. Et oui, c'est un tableau assez magnifique comme tableau. Oui. Toujours la foule. Le rara, là. Oui. Le rara. C'est le rara, qui est une sorte de musique haïtienne que j'aime beaucoup. C'est une musique qui se joue vraiment en bougeant. Alors moi, comme je l'ai connu, c'est que les paysans descendent des modes, ils passent la nuit dans la ville à tourner, à jouer de la musique, et les gens s'accumulent un peu derrière eux, et puis au matin, ils remontent à la montagne. Ce n'est pas uniquement comme ça, il y a des raras, c'est une forme musicale, mais c'est de cela que je me souviens. Et un matin, je me suis levé, sans pantalon, j'étais tout petit, j'ai ouvert la porte et je les ai suivis. Jamais, c'est la seule fois d'ailleurs que j'ai eu une vraie émotion musicale, puisque je n'entends pas la musique. Je les ai suivis. Et puis à un moment donné, je me suis retenu. J'ai dit, je n'irai pas plus loin, presque au pied de la montagne. Et je suis retourné chez moi et j'ai ouvert la porte, je me suis rendormi. Et tout le temps, jusqu'à aujourd'hui, je pense que j'aurais dû continuer. Je serais un grand musicien de rara. C'est toujours, ça, je crois que c'est Oba. C'est le père de Oba, Bitova Oba. Oui. Qui a été tué par Duvalier. Ah oui, bah oui. Tout ça est sur fond de guerre. C'est la foule. Oui, c'est toujours pour montrer un peu l'organisation. C'est des photos que Rodney Saint-Éloi a pris hier soir tard chez moi, dans le livre.
Et donc, vous voyez, donc, on a la lumière de la lampe, si l'on peut dire, et qui a failli faire tuer les organisateurs de cette soirée, parce que Rodney n'est pas quelqu'un qui fait les choses brusquement, donc il prend son temps. Alors, naïf. et c'est fait là. Oui, c'est un peu naïf. Oui, on continue. Ah, ben ça, c'est à moi, ça. J'ai ce tableau-là où j'aime beaucoup l'organisation des formes et du mouvement. Eh bien, voilà, et voilà, il est 4 heures, moins 2. Et oui, ça, c'est Franck Etienne. Ce tableau, c'est la dernière anecdote que je raconte. Franck Etienne, l'écrivain, a peint à peu près 6000 tableaux. Parce que c'est comme ça qu'il fait, lui. Il fait 60 livres, il peint 6000 tableaux. D'ailleurs, j'ai fait un petit film où il est là-dedans, et je lui ai fait porter. Tous ses livres sont énormes comme ça. Alors, sa femme est assise près de moi. J'ai dit, tu vas prendre tous tes livres, tu vas les porter toi-même et tu vas venir les mettre là. Alors, il est arrivé avec des piles comme ça. Sa femme, naturellement, voulait à chaque fois, non, je vais l'aider, il ne pourra pas. J'ai dit, reste là. Tu sais très bien que chacun de ces livres, c'est des nuits de veille toutes seules que tu as passées. Ah, dire oui. Ah oui. Donc, alors, Franck me dit toujours, je veux te donner un tableau. Tu prends un tableau que tu veux la prochaine fois que tu viens. Ça ne s'est fait jamais. Et un jour, j'ai dit, Franck, mon tableau. Alors, il m'a amené dans son dépôt où il y a plein de tableaux. Il me dit, voilà, c'est plein de tableaux. Et puis, j'ai pris ce tableau. Il m'a dit, pourquoi tu as pris ça? J'ai dit, parce que j'aime ça. Il dit, mais c'est mon meilleur tableau. Alors, c'est ça, il ne faut jamais. Et je trouve ce tableau extraordinaire aussi. Voilà. Et voilà, il est 4 heures. Bon, je pense qu'il nous reste une quinzaine de secondes. C'est pour faire. Voilà, première question. Si vous me permettez, monsieur, tout le temps que je vous écoutais, je songeais à une maxime qui est inscrite à Paris, à la place du Trocadéro, de je ne sais quel auteur français, puis je trouve que ça vous ressemble. Il disait « Tout homme crée sans le savoir, comme il respire, mais l'artiste se sent créer, son acte engage tout son être, sa peine bien-aimée le fortifie. » Je voulais savoir si, en entendant ça, vous reconnaissez quelque chose de toutes les belles choses que vous venez de nous dire. Merci. Surtout, d'abord, je vous reconnais dans cela. Parce que je pense qu'on se voit aussi dans l'autre. Mais je trouve que c'est une pensée magnifique et profonde et je vous remercie de me voir ainsi. Je crois qu'il faut traverser le miroir. Il faut jouer franc jeu. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Puisque ça ne vaut pas la peine si on ne s'y met pas totalement. Oui? Est-ce qu'on peut voir la peinture haïtienne à Montréal? Oui. Plus fort. Est-ce qu'on peut voir la peinture haïtienne à Montréal? Oui, il y a une galerie d'art, je ne sais plus si c'est au même endroit, au coin de Saint-Joseph et Saint-Laurent. Ça n'existe plus. Mais chez les Haïtiens, venez chez moi. Oh, encore des invitations que je fais. Chez les Haïtiens, vous pouvez voir. Et vous savez, cette peinture-là, c'est l'une des plus accessibles au monde. Vous allez à Port-au-Prince, j'y étais, vous la trouvez dans la rue, vous regardez. Il y en a plein qui se ressemblent. Vous regardez attentivement et vous allez sortir avec une toile comme celle qu'on avait vue avant. Vous pouvez la montrer, que j'ai achetée, je ne sais pas moi, même pas $20. Elle est immense, hein? Ah oui, oui. Et donc, vous regardez cette peinture. Les Haïtiens sont aussi passionnés de peinture que de football. C'est un art populaire. Hein. Et les gens, vous savez comment on vous apprend à faire de la peinture? Et de ce genre, je veux dire, les peintres de rue. Et c'est comme ça que j'enseigne d'ailleurs la littérature, l'écriture aux jeunes Haïtiens. Alors, celui qui peint rencontre son neveu qui ne peint pas encore et lui dit, je vais te donner un peu de peinture et un pinceau, tu vas te débrouiller pour peindre. L'autre dit, je ne sais pas peindre, et bien, il dit, mais tu ne vas pas manger. C'est comme ça. C'est-à-dire que vous vous débrouillez, le talent ne tombe pas du ciel, vous vous débrouillez pour peindre, et puis après, vous allez vendre ça aux gens, et puis vous allez manger. Je n'ai plus rien d'autre à vous dire, plus aucun conseil.
Et c'est ce que je dis à mon neveu, vous vous arrangez pour écrire, et puis vous arrangez pour que votre livre soit bon, et puis quand vous l'aurez écrit, eh bien, vous pourrez voyager partout, rencontrer des gens, et puis converser. Et les gens laisseront un samedi magnifique pour venir vous écouter. Et c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas d'autre conseil. Débrouillez-vous. Voilà, merci. Simplement vous dire un grand merci à vous, à tous les deux. C'était très, très intéressant. Je pense que tout le monde est d'accord. Également, pour tout le monde, on vous remercie de vous être déplacés et à l'arrière. On va vous servir du café. Également, M. Laferrière et sa femme nous ont apporté des pâtés haïtiens au saumon et à la morue. Donc, si vous voulez déguster, ça va être servi à l'arrière. Donc, voilà. Alors, un grand merci à M. Laferrière, M. Saint-Éloi. Et bonne fin de journée, tout le monde. Merci. Merci. À la semaine prochaine, pour ceux qui peuvent revenir. Oui, merci. Merci beaucoup. Oui. Félicitations. Merci. Merci. Oui, merci. Ça m'a fait plaisir. Je suis enchanté C'est au Trocadéro.